Bonjour, bonsoir à tous. De retour pour un nouvel épisode de Parcours Ciné avec Crusoe qui a la gentillesse de venir nous faire partager un peu son parcours. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas eu l'occasion de parcourir avec un cinéphile l'histoire de sa passion du cinéma. Donc, en tout cas, je te remercie beaucoup. Puis, déjà, bonsoir, hein. Bonsoir Toff. Bon, tout va bien. Oui, ça va, ça va. Donc, du coup, là, en plus, comme on enregistre ce soir, je t'empêche de regarder la finale de foot. Mais bon, je pense que Non, je regarde pas le foot, tu vois. La dernière fois que j'ai regardé une finale de foot, ça devait être en 98 et encore. ah, bah écoute, moi je pense que j'avais regardé celle de 98, mais celle qui m'avait marqué c'était Espagna 82. Oh là là. Bon, allez, je vais remonter plus loin que toi. Argentine 78, j'ai quelques vagues souvenirs. Oh là là. Alors, Crusoe et le cinéma, c'est une longue histoire. Non pas que. Ouais, ça commence à faire pas loin d'un demi-siècle, ouais. Ouais, quand même. Bah, sur ce demi-siècle, enfin, en tout cas, cette histoire, elle commence comment pour toi, au niveau de soit du cinéma ou tout au moins des films? Moi, ça commence avec la télévision. La petite boîte carrée qui était chez la grand-mère, dissimulée sous le napperon en macramé et la plante grasse. Ça commence comme ça. Ça a été vraiment le premier contact avec ce qu'on peut appeler des images animées. Puis il y avait pas grand chose puisqu'à l'époque donc c'était toute fin des années 60, il y avait guère que l'ORTF, donc il y avait qu'une chaîne qui diffusait qu'à partir du soir, hein, puis pas très longtemps non plus. Et j'avais quand même la chance, comme je suis dans un secteur où on chopait à l'époque Télé Luxembourg, on avait une deuxième chaîne, donc c'était le Pérou quoi, parce qu'il y avait plein de programmes. Moi, les premières choses qui m'ont marqué, c'était dans cette fameuse boîte hein, qu'on regardait, on s'installait religieusement, il fallait pas faire de bruit, il fallait être super attentif. Et en fait, les tout premiers souvenirs, c'était plus que des films, c'était des séries. Bon, alors, je parle de vieilles séries, hein, je parle du Batman de 66, la série Zorro qui était produite par Disney, quoi d'autre la série Star Trek Origins. Parce que j'ignorais que ces séries-là, notamment le Batman, étaient déjà diffusées à l'époque. Bah, sur Télé Luxembourg, oui, ils diffusaient tout ça. Ils diffusaient des grosses, enfin, des séries américaines, puis il y avait d'autres choses. Il y avait Au nom de la loi aussi, dont j'ai des souvenirs. Joss Randall. Voilà, Joss Randall. Il y avait aussi Davy Crockett. Enfin bon, c'était vraiment des trucs. Et c'est pareil, c'est des trucs étonnants, parce qu'il y a des trucs qui sont jamais passés sur les télés françaises ou très très tard. Après, peut-être sur la 5, quand il y avait la 5. Mais ouais, j'ai eu du bol en fait, parce que j'ai vu toutes ces séries-là, je les ai découvertes très très en avance. Même les vieilles séries de science-fiction, je me souviens de séries comme Voyage au fond des mers, Au pays des géants. Ça, c'est des séries qui sont quasiment inédites, qui sont passées très tard en France. Ça commençait en France à l'époque des frères Bogdanov, dans l'émission Temps X, tu vois. Ils commençaient à diffuser ce genre de trucs. Et moi, ça, j'avais déjà vu depuis quelques années, quoi. J'avais déjà des souvenirs de ces séries-là. Et donc, ça, c'est les premières images qui m'ont vraiment marqué au niveau de la rétine. Après, au niveau vraiment du cinéma, des films, je vais avoir quelques souvenirs de séances de cinéma avec les parents, tu vois, les premières séances qui m'ont marqué, des Walt Disney, tu vois, genre les Aristochats, Robin des Bois qui était sorti, je crois, en 73. Donc ça, je m'en souviens à peu près nettement. Après, les vrais souvenirs, vraiment, les premiers gros chocs avec les films, ça n'a pas été tellement à la télévision, ça a été vraiment, vraiment au cinéma, quoi. Bon, je t'avais déjà dit, hein, c'est pas un scoop, mais bon, moi, la première grosse claque cinématographique dans une salle, ça a été La Guerre des Étoiles en 77. Hein. Je crois que je m'en suis encore parmi 40 et quelques années après. Ça a été le premier gros choc au cinéma, quoi, où je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, après, il y a eu d'autres choses. Hein. Il y a eu des films que j'ai vus assez jeunes, du coup, mais que j'ai pas forcément compris. Mon père était un gros fan de films de guerre. Je me souviens d'avoir vu Apocalypse Now au cinéma en 79. J'ai pas tout compris. Je l'ai compris après, plus tard, quand je l'ai revu, quoi. Mais bon, ça, c'est des films qui m'ont marqué, quoi. J'ai été marqué par des choses comme ça. Je pense que aussi le cinéma était peut-être plus accessible pour y aller en famille que maintenant. Alors, peut-être c'est une réflexion de vieux con que je me dis, mais en tout cas, moi c'est pareil. Mes parents m'ont emmené au cinéma, quoi. Bah, oui, oui, oui et non, ça dépend. Ça dépend si tu avais un amateur de cinéma dans ton entourage qui t'emmenait voir des choses. Bon, moi j'ai eu de la chance. Hein. Mon père, il était à fond dans le cinéma, donc il y a plein de choses qui l'intéressaient. Bon, je me souviens de films que j'ai vus, mais je les ai pas vus au cinéma parce que ils n'étaient pas rediffusés. Mais je sais qu'à la télé, les premiers films qui m'ont marqué, c'est des films que lui regardait.
Donc, je te cite en vrac La Guerre des Mondes, mais l'ancienne version, Planète Interdite. Ça, c'est des trucs qui m'ont tout de suite marqué. Toujours pareil, hein, un peu science-fiction. Ça, c'est vraiment le genre qui m'a le plus marqué. Bon, après, bah, c'était un gros fan de Charlton Heston, donc bah, Les Planètes des Singes, enfin la série, surtout le premier Planète des Singes avec Charlton Heston. Le Survivant. En Soleil Vert, j'avais eu du bol, parce que je l'avais vu au ciné, il l'avait rediffusé, mon père m'avait emmené, je l'ai découvert au ciné, celui-là, mais je l'ai revu après à la télé. Et bon, bah ça, c'est des films qui m'ont marqué, puis bon, bah quelques gros péplums aussi, hein, parce que je suis né à l'époque où le péplum était encore à la mode. Euh, les 10 commandements de Cécile B2000, le Cléopâtre de Mankiewicz, des choses comme ça, c'est des films qui m'ont forcément marqué, quoi, hein. Tu peux pas, quand t'es gamin, quand t'as même une 10, 12 ans, tu vois ce genre de film, même à la télé, dans finalement des mauvaises conditions, parce que sur une télé noir et blanc, au format letterbox, ça rend pas justice à des films qui étaient tournés en cinémascope, mais ça empêche que tu te prends quand même une bonne baffe cinématographique, quoi. Bon, puis je pense qu'à l'époque, les gens avaient aussi plus l'habitude de faire marcher leur imagination. Et je me souviens, moi, sur une télé noir et blanc, ou peut-être tous les tout débuts de la couleur, première fois que j'ai vu les films comme Jason et les Argonautes, je suis tombé par terre, quoi. Ah oui, bah celui-là aussi, celui-là aussi, ouais, enfin, les films avec les effets spéciaux de Harryhausen, c'était une grosse claque à chaque fois. Ouais, surtout Jason et les Argonautes, ouais, ça avait été aussi un gros choc. Bon, après, il y en a eu d'autres au ciné, hein. Je me souviens du choc des Titans en 80. Bon, ça m'avait bien plu. Bah, c'est pareil, parce que comme j'étais tombé dans Star Wars, forcément, après tout ce qui était fantastique, un peu fantastique, effets spéciaux, ça m'intéressait. Je me souviens aussi du tout premier film Star Trek en 79, c'était un événement à l'époque, hein. Même si les effets spéciaux maintenant ont quand même bien bien vieilli, mais à l'époque c'était un événement quand t'allais voir ça au cinéma. C'était les blockbusters de l'époque, quoi, qui sont pas très comparables avec ceux de maintenant, parce que c'était des films qui demandaient quand même un certain degré de réflexion. C'était pas accessible, on te balançait pas les choses, tout n'était pas pré-mâché, il fallait réfléchir et faire marcher un peu ses méninges quand même. Les films n'étaient peut-être pas plus adultes, mais ils étaient plus faits pour des adultes que des enfants. Ah mais tout à fait, oui, oui, ça visait pas un public d'ado ou de pré-ado, quoi. C'était vraiment orienté sur un public plus adulte, hein. C'est pareil. Après, grosse claque cinématographique, bah 81, New York 97 de Carpenter. Il était sorti l'été, je l'avais vu pareil, on était en vacances, on était allé dans une petite station balnéaire de Bretagne, hein, où il y avait le petit ciné qui était surtout ouvert l'été. Bah, il passait ça, tu vois l'affiche. Ah bah ça a l'air pas mal, ça on va aller voir. Puis à l'époque, enfin c'est fou, t'allais voir les films sur une affiche et puis sur les fameuses photos d'exploitation. C'est un truc qu'on trouve plus ça maintenant dans les cinémas. Tu avais les affiches du film qui était passé ou des films qui étaient passés durant le week-end ou la semaine. Et t'avais 7, 8 photos d'exploitation qui étaient en fait des extraits du film, hein, au format A5, qui étaient exposés dans des petites vitrines en dessous des affiches. Et souvent, tu allais voir le film en disant, ouais, l'affiche, elle me plaît bien. Et puis, tu voyais les 5, 6, 7 photos extraites du film, puis tu y allais là-dessus, quoi, sans avoir vu forcément de bande-annonce ou de choses comme ça. Tu as raison, c'est un truc qui a perduré. Je suis allé assez jeune au cinéma, mais comme je suis un nouveau-né à côté de toi, Non, non, quand non, même non. pas. Mais oui, je me souviens d'être allé voir E.T. au cinéma avec mes parents, et effectivement, tu as raison. Tu avais l'affiche du film, et puis une espèce de colonne avec une série de photos qui étaient quand même généralement bien choisies, hein. C'est ça. Oui, oui, bah c'était des moments clés du film. Ça en montrait suffisamment pour que tu fasses marcher ton imagination et que tu essaies de recoller les petits morceaux entre les photos, et puis pour aussi bah, ouvrir ton appétit et te dire, ouais, j'ai envie de savoir ce qui se passe entre ces séquences-là, quoi, tu vois. Juste assez pour te mettre l'eau à la bouche, mais pas suffisamment pour que, bah, il fallait que tu y ailles, quoi. T'étais quelque part, t'étais happé par le film. Bon, puisqu'il fonctionnait aussi beaucoup, c'était le bouche à oreille fonctionnait pas mal aussi, quoi, hein. Oui, Mais bon, c'était pas en plus le cinéma coûtait rien à l'époque, donc la sortie du samedi, t'allais au cinéma, tu payais ton ticket 3 francs 50 ou 4 francs, donc je te dis même pas en euros, j'ose même pas faire la conversion. le cinéma était accessible financièrement aussi. C'est ça, c'était accessible entièrement et c'était en même temps une distraction populaire. Mais dans le bon sens du terme, hein, je dis pas ça de manière péjorative, hein, mais c'était vraiment la distraction populaire, quoi. T'avais la sortie au cinéma qui était tout à fait abordable, même en famille. En plus, à l'époque, t'avais encore, je sais pas si t'as connu ça, t'avais encore ce qu'on appelait les ouvreuses. Oui, bien sûr.
Tu sais, avant la séance, t'avais les meufs qui passaient avec leur panier, Miko, Esquimau, chocolat glacé, enfin, qui vendaient de la confiserie, des glaces. Ouais, enfin, c'était vraiment autre chose. Puis t'avais parfois certains films qui étaient longs où t'avais un entracte. Ça faisait partie en fait du rituel du cinéma dans la dernière séance, l'émission d'Eddie Mitchell, où justement il recréait l'ambiance des cinémas des années 50 qu'il a connu étant gamin. C'était vraiment quelque chose quasiment de magique quoi, d'aller au ciné, hein. Ouais, ouais, c'était un moment magique. Puis bon, bah, je me souviens de quelques vieux ciné, bon, qui existent encore, mais qui ont été retapés depuis, mais les cinés avaient de la gueule, quoi. T'avais souvent des cinés qui étaient pas très grands, mais t'avais toujours un balcon, ce qu'on appelait un balcon. Donc t'avais des places au balcon qui étaient un peu plus chères parce que forcément tu voyais mieux. Il y avait le parterre, mais je me souviens de ces salles avec des éclairages. Bon, maintenant c'est complètement rétro et ça n'existe plus, mais ouais, les cinémas que je fréquentais étant gamin, c'est des cinémas qui avaient ouvert dans les années 50 et qui étaient encore dans leur jus. Il y avait rien de refait, tu vois, c'était encore les vieux sièges rouges avec le cadre en bois. Il y avait même les fameux strapontins en bout de rangée pour quand les films étaient de gros succès, bah tu payais les places sur les strapontins moins cher quand les salles étaient trop pleines. Et t'avais la vieille décoration, ouais, les vieux luminaires un peu pseudo art déco des années 50, les grosses tentures rouges sur les murs. Bon, après ça a un petit peu changé. Après tu commençais, ouais, le fameux rideau rouge qui s'ouvrait au moment du début de la séance, ce genre de choses, quoi. C'était, ouais, ça avait un cachet fou, en fait. C'était comme un théâtre, en fait. Ça ressemblait plus à un théâtre qu'à un cinéma. T'avais ce côté un peu cérémonial, t'allais c'était un peu le temple du cinéma, quoi. Tu faisais un pèlerinage au temple du cinéma. Puis bon, bah, quand t'avais la chance de voir des bons films, maintenant c'est des films qui sont pour beaucoup devenus cultes ou tellement cultes qu'il n'y a plus rien à dire dessus, mais quand tu découvrais ça sur la grande toile, c'était quelque chose, quoi. Tu vivais vraiment le truc. C'est pour ça maintenant le débat, oui, alors cinéma, pas cinéma, écran de télévision, écran d'ordinateur, téléchargé, pas téléchargé, je trouve ça ridicule. Il n'y a rien qui remplacera jamais l'émotion d'un film que tu vois dans une salle obscure. Parce que il y a un cérémonial, il y a un côté presque religieux, c'est une communion, quoi, tu vois. Puis tu vois aussi les réactions je trouve que c'est important de voir de sentir un peu les réactions du public, tu vois. Tu sens une salle qui vibre, une salle qui est émue, une salle qui a peur. Enfin, je sais pas, c'est des trucs que tu peux pas reproduire à la maison, même si t'as un super home cinéma de la mort qui tue, tu reproduiras jamais cette ambiance-là. Ça là-dessus, tu as raison. Après, la notion de spectacle se retrouvait aussi, alors je sais pas, ça dépend du coin dans lequel on était à l'époque, mais moi, par exemple, le grand cinéma de la ville à côté de laquelle j'habitais, c'était le Palace. Donc, c'est non seulement tu avais le spectacle, mais en plus, même le lieu en tant que tel, les devantures de cinéma, c'est quelque chose qui avait vraiment de la gueule. Ah oui, oui, mais tout à fait, ouais, ouais, ouais. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant parce que tous ces vieux cinémas qui ont fermé, bon, la plupart ont été transformés en autre chose. Mais quand tu passes devant et que tu les vois, tu te dis, ah, ça c'était un cinéma. Il y avait une espèce, pas d'architecture, mais il y avait quelque chose, quoi. Puis ouais, bah, ouais, je pense qu'il y a pas mal de cinémas, effectivement, en France, qui s'appelaient le Palace, quoi. C'était un nom classique pour les cinémas. Mais c'est toujours des bâtiments qui étaient qui étaient soignés, ça avait de la gueule, quoi. Bon, il y en avait beaucoup qui avaient été faits dans les années 30, 40, donc tu reconnais un peu l'architecture, le style. Bon, maintenant, il y en a qui sont transformés en centres socioculturels ou en bibliothèque ou en rien, hein. Il y en a, genre, je connais même un cinéma près de chez moi qui est devenu un garage, pour dire. Mais tu reconnais, c'est des bâtiments que tu reconnaissais, c'était vraiment des... Puis chaque petite ville, enfin, ville de moyenne importance, avait son cinéma. Et c'est un bâtiment que tu repérais dans la ville, hein. Tu repérais la poste, l'église, la mairie et le cinéma. C'est certain. Et puis il y avait aussi parfois, enfin en tout cas là où j'étais, une partie cinéma avec les films à l'affiche du moment. Et il y avait aussi une petite section. Alors il y avait deux sections un peu particulières. Il y avait une section un peu des vieux films, hein, donc des films qui étaient sortis 10-15 ans après, qui remettaient à l'affiche. Donc t'avais l'occasion de voir Ciné Club, voilà. Ouais, ça se faisait beaucoup, ça. Ouais, ouais. Et puis, il y avait aussi dans les cinémas des fois des salles qui étaient réservées au cinéma porno, parce que les gens ont quand même vont peut-être avoir du mal à croire, mais bah, il y a eu une petite époque où certains cinémas passaient des films porno aussi. Ouais, t'avais même les villes un peu mieux équipées. T'avais deux cinémas. T'avais le cinéma familial et t'avais le cinéma porno qui était à part, qui était à un autre endroit souvent. Moi, je sais que je voyais ça. Tu vois, il y avait toujours ouais, il y avait le cinéma traditionnel, familial où on allait en famille, puis il y avait l'espèce de cinéma étrange
Ou même gamin, on n'osait pas trop passer devant les photos, parce qu'ils faisaient aussi des photos promo. Ouais, puis je pense que les salles vibraient aussi, mais d'une autre. Voilà, c'est ça, d'autres vibrations. Il y avait les photos promo et porno. Mais bon, le porno de ces années-là, c'était, attention, hein, c'était quand même super réglementé. Tu pouvais pas mettre n'importe quoi sur la devanture d'un cinéma, hein. Quand tu vois un film comme Emmanuel en 74 avait complètement scandalisé le pays, maintenant tu montres Emmanuel, tout le monde se marre, quoi. Ça vaut même pas le film érotique de M6 du dimanche soir qui passait il y a quelques années. Et puis bon, moi en parallèle, je sais pas si toi tu fréquentais le théâtre aussi. Moi j'allais aussi parfois au théâtre avec ma grand-mère. Oui, ouais, j'allais aussi au théâtre. À l'époque, c'est pareil, ben, le théâtre était abordable, quoi. Tu pouvais aller voir des pièces et ça te coûtait pas un rein. Oui, moi je me souviens d'être allé voir en plus des gloires un peu locales, comme je suis du nord de la France, les pièces avec Jean Lefebvre, Pauvre France et tout. Il y avait des liens d'ailleurs entre la télé et puis le théâtre, avec des choses comme Les Rois Maudits, ou même parfois ben, des films inspirés de pièces de théâtre, ou tout au moins faites par des auteurs de théâtre, un peu comme les films de Jean Marais. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les voir, des films comme La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, ouais, je l'ai découvert à la télé. Des vieux films des années 40, 50, qui sont maintenant des classiques incontournables. Ouais, ouais, tu découvrais ça à la télé. Bon, puis il y avait aussi, à partir des années 80, il y avait aussi des émissions qui étaient sympas. Il y avait le cinéma de minuit, le cinéma de minuit qui passait sur la 3 le dimanche soir en deuxième partie de soirée. Bon, si tu tenais le choc et que t'avais pas peur, de te coucher, tard, hein, minuit ou plus, tu regardais, il faisait des cycles, Orson Welles, des cycles Hitchcock. Enfin, il passait vraiment des films qui sont maintenant des grands classiques, quoi. La Nuit du Chasseur, je l'avais vu sur le cinéma de minuit, là. Tu vois, le fameux film dont on parlait l'autre jour, sur lequel vous avez fait un podcast qu'il faut absolument écouter. Voilà, j'ai ce film-là, la première fois que je l'ai vu au cinéma de minuit, et bon, ça a été une grosse claque, quoi. Ah ben moi pareil, et en plus bon l'essentiel des films, ouais je les voyais au cinéma de minuit. Bon, et c'est vrai que ces choses-là, même si on n'en avait pas conscience à l'époque, ont imprégné la rétine et un peu forgé la cinéphilie pour la suite quoi. Ah, mais complètement, complètement. En plus, après, ça dépend de ta sensibilité. Mais bon, moi, j'ai toujours été sensible à l'image, enfin inconsciemment, hein, j'ai toujours été sensible à l'image, au cadrage, à la photo, l'éclairage. Donc il y a des films comme ça. Enfin, je veux dire, tu prends La Nuit du Chasseur dans les dents, dans l'œil, tu peux pas rester indifférent, quoi. Puis après, quand tu vois des choses avec du cinéma plus teinté expressionnisme ou expressionnisme allemand, wow, c'est que du bonheur, quoi. Bah, puis je pense que je crois savoir que ça venait un peu nourrir une autre passion que tu as aussi, un peu pour la peinture, le dessin. Oui, c'est vrai. J'ai toujours aimé un petit peu, enfin, très modestement, hein, bidouiller un peu dans tout ce qui était peinture, dessin, des choses comme ça. Donc forcément, rien que sur le plan graphique, ça ne pouvait que m'intéresser et que me titiller, quoi. Mais je pense que les étoiles se sont bien alignées parce que si tu veux, t'avais ça. Et puis, bon, comme tu l'as déjà dit, mais ça, on aura l'occasion de le comprendre après, tu as quand même une passion aussi pour la science-fiction et donc la littérature de science-fiction. C'est à une époque aussi, il y a eu pas mal de choses assez marquantes adaptées au cinéma. L'avantage, moi j'ai grandi dans la décennie 70 et c'était l'âge d'or pour la science-fiction, quoi. C'était l'âge d'or tant au cinéma que même en littérature, il y avait quand même pas mal de choses, quoi. Tu vois, quelqu'un comme, bon, moi, l'écrivain que je préfère, c'est Philippe Cadic. Bon, Philippe Cadic, il a écrit tous ses plus grands romans, ses nouvelles et tout, beaucoup dans les années 60-70, quoi. Bon, après, le pauvre, il nous a quittés en 82 assez tôt, mais à un âge pas très avancé finalement. Parce que je me dis aujourd'hui, waouh, j'ai l'âge qu'avait Philippe Cadic quand il est mort, donc ça met, tu vois, tu te dis, oh là là, ça te met en perspective et ça te file un peu le vertige. Tu te dis, mince, moi j'ai encore rien fait et lui à mon âge, il avait déjà fait tout ce qu'il a fait, et puis il mourait tranquillement, il quittait la scène. Et mais c'était fou, quoi. Puis c'était aussi
l'époque où en France la science-fiction a commencé à être beaucoup traduite dans les années 70. Bon après les traductions n'étaient pas toujours au top, hein, mais si tu trouvais ce qu'on appelait les ce qu'on appelait les romans de gare, tu sais, imprimés sur du papier vraiment, c'était du papier de très mauvaise qualité, mais il y avait comme ça une une profusion. Donc il y avait Dick qui commençait à être traduit, des gens comme Van Vogt, alors Asimov. Enfin, j'ai découvert tout ça dans à la fin de cette décennie-là. Ça a été une grosse claque aussi. Bon après j'ai commencé bêtement. Hein. Moi le premier souvenir de lecture qui m'est marqué, c'était le classique et l'indémodable Jules Verne. Hein. Ça, les aventures de Jules Verne, c'était incroyable, quoi, au niveau des lectures. Puis après, bah, même au niveau cinéma, il y avait déjà des bonnes choses. Hein. J'avais vu assez vite le 20 000 lieues sous les mers de Fleischer qui était produit par Disney. Bon, bah, ça aussi, enfin, ça c'est un film, je peux le revoir maintenant, hein, ça fonctionne encore, quoi. Même si le film est de, je sais plus, 54, je crois, 54, 57, je sais plus. Mais ça, c'est des films, je trouve, qui fonctionnent encore. Bon, c'est sûr, ils ont une résonance particulière parce qu'ils sont liés à des souvenirs d'enfance. Bon, voilà, c'est le phénomène classique de la Madeleine de Proust, quoi. Les jeunes générations, tu leur demandes leur Madeleine de Proust cinématographique, ils vont te parler de Terminator 2, de Matrix, de choses comme ça. C'est normal. C'est quand t'es à un âge comme ça où t'es un peu impressionnable, ouais, tes premiers souvenirs de films, ben, ça te marque et puis tu gardes même une indulgence pour ces films-là, quoi. Tu gommes facilement les quelques défauts qu'il peut y avoir et tu passes outre parce que tu retrouves un plaisir cinéphile, quoi, à l'état pur. Bon, après, j'utilise le mot cinéphile, mais en toute modestie, hein, je suis pas du tout mais bon, toutes les histoires de cinéphage, ciné-truc, ciné-bidule, ah bah non, t'es pas cinéphile si t'as pas vu ça ou si t'as pas vu ça. C'est complètement con. À partir du moment où t'aimes quelque chose, t'es phile. Bah t'aimes le cinéma, t'es cinéphile. Donc pourquoi ça m'énerve cette façon de toujours tout étiqueter et de bah voilà, il y a une étiquette qui existe, bah tu l'utilises quoi. Hein. À partir du moment où t'aimes le cinéma ou t'aimes les films, bah t'es cinéphile. Hein. T'es pas obligé d'avoir vu certains grands classiques où tu peux être cinéphile sans avoir vu Le Parrain. Oui, bah ça je pense aussi. Après, le qualificatif qu'on emploie pour désigner ça, bon, ça c'est libre à chacun. Après, je pense que être cinéphile, peut-être, c'est simplement avoir déjà une culture ciné minimum. C'est-à-dire avoir été touché par des films, savoir faire des liens avec des réalisateurs. Bon, c'est des choses qu'on fait en étant un petit peu plus adulte, mais bon, en tout cas, moi, ça m'en touche une sans bouger l'autre, hein, comme on dit. On m'appelle comme on veut. Ouais, j'ai pas de problème avec les étiquettes, les choses comme ça, mais bon, on vit dans un monde maintenant où il faut tout étiqueter, tout mettre dans des cases, tout ranger de façon binaire, pouce en haut, pouce en bas, c'est bon, c'est pas bon, c'est noir ou c'est blanc, il y a plus de nuances, c'est un peu triste, quoi. Oui, et puis l'intérêt, c'est de faire aussi des liens entre bah, des acteurs, des réalisateurs, des œuvres, des adaptations au cinéma d'œuvres importantes, hein, comme 20 milieux sous les mers, où il y avait Charlton Heston aussi, il me semble. Non, c'était Kirk Douglas, Kirk Douglas, espèce de crétin, que suis-je? c'était avec C'est Kirk Kirk Douglas. Douglas. Mais bon, après, notre ami Charlton Heston n'a pas été en reste parce qu'il a fait La planète des singes, adapté du bouquin de Boulle. Écoute, pour moi, il a fait vraiment ce que j'appelle la trilogie science-fictionnelle parfaite fin des années 60, début des années 70. Tu prends bah, La planète des singes, Le survivant, Soleil vert. Tu prends ces trois films-là, t'as trois gros piliers de ce que j'appelle la SF désespérée des années 70, parce que bon après il y a d'autres choses. Hein. Je pense aussi à un film qui m'avait beaucoup marqué que j'adore, Rollerball, la version de 75 avec James Caan, qui est aussi un monument de la science-fiction de ces années-là, tu vois. Oui, et puis tous ces grands films annonçaient aussi bah, l'arrivée 2 ans plus tard de Star Wars aussi. Et puis bon, bah Star Wars, qu'il faut bien se mettre en... Bon, même, on parlait de la planète des singes, il y a eu plusieurs films, mais c'était très rare à l'époque qu'il y ait des séries de films, ou que ce soit une trilogie, ou même plus, parce que du coup, la planète des singes, c'est une pentalogie, il y a 5 films. Mais Star Wars, c'était la première fois enfin, la guerre des étoiles, c'est la première fois que ensuite il y a eu un deuxième et un troisième épisode.
C'est la première grosse trilogie du cinéma aussi. Puis en plus, bah, quand tu grandis en même temps que la saga, c'est assez rigolo parce que du coup, tu vois le premier, t'as 12 ans, t'en prends plein la vue, t'as jamais vu des effets spéciaux pareils, hein. C'était vraiment révolutionnaire, ça changeait complètement la donne. Après, t'as 15 ans, tu vois l'Empire contre-attaque, tu te dis, waouh, c'est grosse claque aussi. Puis bon, bah, t'en as 18 quand tu vois le retour du Jedi. Donc c'est une saga qui en même temps grandit avec toi, quoi. C'est ça qui est assez rigolo. Donc forcément, ça s'incruste complètement. Puis bon, bah, c'est sûr, Star Wars, c'est comme la science-fiction, t'es verni, même si c'est pas vraiment de la science-fiction, c'est plus de la fantaisie spatiale. Mais, euh, mais bon, bah, ça, c'est des bons. Puis il y a autre chose. Il y a des films aussi que j'ai vus et que j'ai pas compris, hein. Quand j'ai vu Blade Runner, j'ai pas compris ce que j'avais vu. Je l'ai compris que plus tard quand je l'ai revu. À l'ère à l'ère de la VHS et des vidéoclubs et du magnétoscope, ça c'était aussi le deuxième grand tournant dans ma vie de cinéphile, quoi. L'arrivée de la VHS, des magnétoscopes, des vidéoclubs. La grande révolution des années 80 pour la consommation du cinéma, qui a complètement changé la donne, ça a été l'arrivée des vidéoclubs. Parce que bah, tu pouvais enfin, bon déjà il y avait toujours le fameux délai, hein, parce qu'un film il sortait au cinéma, le temps qu'il sorte au cinéma, il sortait en VHS assez longtemps après quand même, hein. Il y avait un gros délai de latence. Des fois, c'était pas loin d'un an, 6 mois, mais bon, ça sortait pas tout de suite, hein. Il fallait déjà que le film soit exploité en salle. Et l'avantage bah, moi, je me souviens du tout premier vidéoclub que je fréquentais, bah, on n'avait pas le matos parce que c'était cher. Un magnétoscope, ça coûtait un rein à l'époque, hein. C'était du matos qui était très très cher. Donc, ce qu'on faisait, on se mettait à plusieurs copains, et on louait. Tu pouvais louer un magnétoscope pour le week-end. Et après, bon, ça coûtait pas, je sais plus, je crois que bon, il y avait une caution à filer, mais je crois que c'était 25 francs pour le week-end, hein, si ma mémoire est bonne. Donc tu louais le magnétoscope 25 francs, puis après tu louais les cassettes, bon, tu te mettais à 4-5, ça te faisait un week-end qui te revenait pas trop cher. Et là, on a commencé à consommer le cinéma du coup différemment, puisqu'on a réussi à revoir des films qu'on avait vus au ciné, on pouvait enfin en profiter, les voir en cassette, les voir en groupe, en parler tout en les voyant, les revoir, faire des arrêts, enfin utiliser toutes les fonctions qu'avait un magnétoscope, quoi. Donc là, ça a permis aussi bah, non seulement de redécouvrir certains films que tu avais vus au cinéma, mais ça te permettait aussi de voir ce que tu n'avais pas vu au cinéma. C'est-à-dire de commencer à t'intéresser à un réalisateur et puis à te dire, ah bah mince, allez, je vais pouvoir regarder plusieurs films de Carpenter ou plusieurs films de tel réalisateur ou les fameux films de genre. Bon, tout en continuant à fréquenter bien sûr le cinéma, mais c'était déjà un mode différent de consommer le cinéma, puisque tu avais ce côté plus accessible et plus pratique, hein. Tu allais au vidéoclub, tu prenais tes petits cartons, hop, tu repartais avec ton stock de cassettes, et tu pouvais te faire un week-end complet à enchaîner du film. Donc là, c'était déjà presque de la consommation de masse. C'était la première forme de consommation de masse. Et ça permettait aussi d'accéder à un certain cinéma de genre qui n'était pas forcément facilement accessible en salle. Je pense à tout ce qui était genre les films d'horreur et compagnie, hein. Tu découvrais, puis de redécouvrir aussi certains classiques comme, bah, je sais pas, je pense à Friedkin, L'Exorciste, des choses comme ça. Bon, même si je l'avais vu en salle, mais bon, je crois que ça a été une des expériences les plus épouvantables en salle pour moi, L'Exorciste, parce que des gros films comme ça, ils ressortaient régulièrement, hein. C'était de tels succès qui repassaient 10 ans après, facile au cinéma, mais ça permettait de redécouvrir certains films avec quand même un écueil, la VF, c'était automatiquement en VF, hein. Pour trouver des cassettes, des VHS en VO, il fallait s'accrocher. En plus, les VHS étaient très chères à l'époque. Celles que tu voulais acheter étaient très très chères, alors en import, je te dis pas, ça valait un rein. Le coût des VHS à l'achat était très très cher. Après, sur tout ce qui est cinéma de genre, ça, tu as raison. Moi, quelqu'un comme Carpenter, j'ai pas eu la chance à l'époque d'aller voir du Carpenter en salle. Donc, mais par contre, dans les vidéoclubs, les pochettes vendaient du rêve, quoi. Ah, mais complètement. Oui, 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 non, mais il y avait ça, il y avait ce rapport aussi au. Bah, c'est pareil, c'était comme les photos dans les cinémas. Là, tu avais le visuel des jaquettes de cassettes, même si c'était pas la grandeur d'une affiche. Voilà, ça te happait l'œil, quoi, hein. Elles étaient très bien faites, ces jaquettes, hein.
elle donnait envie, quoi. Les vidéoclubs étaient toujours quand même super bien décorés, ce que les mecs, ils savaient faire. C'était toujours tapissé d'affiches de films cultes, quoi. Donc, Pour la musique, tu avais le vinyle qui avait quand même une taille assez imposante, donc qui permettait d'avoir des pochettes assez magnifiques, confiées à des artistes, à des graphistes. J'aimais beaucoup les albums de Yes, tout ce qui était rock progressif. J'aimais beaucoup King Crimson. ah bah, de toute façon, les pochettes de vinyle, c'était magnifique. C'était beau, la taille était adaptée à faire une belle iconographie. De la même façon, les cassettes vidéo étaient quand même beaucoup plus grosses au niveau des pochettes que ne l'ont été après le DVD. Et maintenant, il y a le Blu-ray, où les pochettes Blu-ray sont encore plus petites. C'est encore plus petit, ouais. Ça faisait rêver parce qu'on avait un gros objet physique dans les mains, une cassette vidéo, un truc qui pesait, C'est ça. et puis une bande. C'est complètement con de dire ça, hein, mais c'est un support magnétique, donc c'était sur une bande. Donc c'est quelque part, ça se rapprochait un petit peu quand même, tu disais, une bande magnétique. Pour un film, ça avait du sens. Oui, tout à fait. Et puis c'était aussi, bah, tu te dis, le progrès était rapide, parce que quand tu penses que rien que la cassette audio, parce qu'il y avait aussi les cassettes audio, tu parlais de vinyle, mais il y avait aussi les cassettes audio. La cassette audio, c'est tout récent, ça a été inventé par Philips en 70, la cassette audio. Au niveau technique, ça a été un progrès énorme. Bon, après, l'autre gros progrès, hein, je vais avancer un peu, je vais faire avance rapide. Pour moi, le plus gros progrès technique, bon, même si le vidéoclub c'était super, parce que tu pouvais. Puis après, bon, bah ça s'est un peu démocratisé, les magnétoscopes étaient moins chers, tu pouvais en acheter. Donc du coup, tu t'achetais des cassettes vierges, tu pouvais enregistrer les films qui passaient à la téloche, les séries, etc. Donc ça te permettait aussi de commencer à emmagasiner, parce qu'après il y a tout ce côté consommation plus ou moins passive. Je vais au cinéma, je regarde à la télé. Puis après, il y a ce que j'appelle la consommation active. Tu commences à enregistrer, et puis tu commences à avoir de plus en plus de cassettes. Puis après, c'était l'époque où il y avait tous les fameux magazines où ils te sortaient les jaquettes de films, les télécassettes et compagnie. Donc après, ta collecte, elle commençait à avoir de la gueule, parce que tu n'avais pas seulement des cassettes avec une étiquette que tu collais, ou avec ta plus belle écriture du dimanche, tu mettais les titres de films. Tu avais des vraies jaquettes. Bah, ça a été le début de la collectionnite, en fait, hein, ça commence comme ça. Bon, puis après, les VHS étaient un peu moins chers, tu commençais à en acheter, etc. Le cinéma commençait vraiment à peser physiquement dans ta vie. Ah, puis la tranche, non pas que la tronche, mais la tranche des cassettes vidéo dans une vidéothèque. Une vidéothèque, ouais. Voilà, quand tu cherchais un film, c'était quand même un peu plus facile, surtout quand on a Ah les yeux qui bah, vieillissent, quoi, de voir la ouais, tranche ouais, des... ouais. Non, non, mais c'était bien, parce que la tranche était bien large, et puis les titres étaient bien gros, donc tu pouvais facilement trouver. Bon, c'est vrai que ça c'était bien, c'était une façon de posséder quelque part les films. Bon, après, la vraie grande révolution pour moi, ça a été le DVD, parce que le DVD, ça a été l'accès déjà au format respecté, parce que tu retrouvais les ratios des films, hein. Un film en cinémascope, tu le voyais enfin avec l'image pleine, parce que le problème des VHS, tout était retaillé au format letterbox, les télés étaient carrées à l'époque. Les premières télés type 16 neuvième et compagnie, écran large, et en plus, c'était les télés cathodiques qui pesaient 2 tonnes, mais ça a été avec l'arrivée du DVD fin des années 90. Et quand tu passais les VHS et qu'après tu passais un DVD, tu te disais, waouh, mais tu redécouvrais les films parce que tu les voyais en format cinémascope ou en 85 respecté, etc. Le format du film était respecté par rapport à la version cinéma. Et surtout, la grande révolution, c'était que le support était moins fragile parce que malgré tout, les bandes magnétiques, elles étaient fragiles, hein. Quand elle regardait un film 5-6 fois, la bande, elle commençait à faire un peu la tête, hein. Et en plus, bah, tu avais le format d'image et surtout l'accès à la VO. Tu, ouais, c'était une redécouverte de pas mal de films que tu te disais, waouh, super, je peux les regarder en VO, quoi. Parce que maintenant, il y a les puristes qui te disent, oui, le cinéma, ça se regarde qu'en VO, etc., etc. Ouais, mais pendant longtemps, on n'avait pas le choix. Tu les voyais à la télé, c'était en VF, en plus en noir et blanc si tu n'avais pas encore la télé couleur. Après, tu redécouvres les films à la télé en couleur quand tu passes à la télé couleur. Après, tu passes à la VHS, mais tu vois un format tronqué et uniquement en VF. Puis finalement, là, pour moi, ouais, vraiment le tournant, ça a été le DVD, parce que là, tu te disais, waouh, je redécouvre enfin tous les films dans leur jus, avec l'image qui est respectée, avec la langue dans laquelle ça a été tourné, les sous-titres au choix. Enfin, pour moi, c'était vraiment une grosse, grosse révolution, le DVD. Ah, juste avant le DVD, il y avait le Laserdisc, et ça, c'était une révolution extraordinaire. J'ai un copain qui en avait un. C'était un vrai plaisir de regarder les films en Laserdisc, parce que tu avais une qualité d'image qui était, bon, c'était pas la qualité du DVD, mais c'était largement supérieur à la VHS.
Bon, le seul inconvénient des laserdiscs, ils étaient très grands, parce qu'ils avaient le format d'un 33 tours, du coup, et si t'avais pas le bon lecteur, t'étais obligé à la moitié du film de retourner le disque, comme tu retournais un vinyle sur ta platine, tu vois. Comme une pochette de 33 tours, t'avais l'affiche donc en grand format, donc il y avait déjà un bel objet, puis ces disques dorés là, que tu croyais que c'était comme de l'or, quoi. Hein, c'était vraiment une galette en or. Et après, bon, c'est sûr, tu avais une qualité d'image qui était époustouflante par rapport à la VHS. Bon, après, le problème, c'est que c'est resté quand même une technologie qui était chère, donc pas très accessible. Donc, si tu avais la chance d'avoir un copain un peu fortuné, tu pouvais en profiter et voir des trucs. Et bon, moi, j'ai pas eu cette chance-là. De temps en temps, j'allais chez un copain qui en avait, on regardait des films. Mais bon, après, je te dis, ouais, le DVD, ça a vraiment été révolutionnaire complètement, quoi. Mais oui, le laser, c'était très bien. Par rapport à tout ça, tu sais, tu m'avais dit que tu avais, au niveau associatif, tu t'étais occupé d'un vidéoclub aussi. D'un ciné-club. Ouais, ouais, ouais. Alors en fait, la grande plongée dans le cinéma, on va dire, où t'es obligé de t'intéresser au truc et puis à lire dessus et à faire, je veux dire, à pas en parler comme ça en l'air, quoi. Il y a de documenter. Ouais, un de mes premiers jobs, j'étais animateur dans une MJC et j'avais en charge de faire revivre le vidéoclub, le ciné-club. C'était tous les mardis. Alors c'était assez rigolo parce que du coup, il fallait commander les films sur un catalogue et t'allais chercher à la poste dans des grands sacs en toile de jute, vraiment les bobines, comme les bobines de cinéma à l'époque. Et j'avais un vieux Projo avec une espèce de petite cabine de projection. Alors après, il y avait un écran que je dépliais, j'installais les chaises et tout ça dans une salle de la MJC et je projetais les films. Mais le but, bon alors déjà de s'approprier la technique, hein, du changement de bobine, j'en passe avec le coup des brûlures de cigarettes et tout ça, donc ça c'était déjà une technique à acquérir. Et en plus, c'était pas le tout de dire aux gens, ouais bah le mardi on passe un film, venez voir, payez vos 3 francs et venez voir le film. Mais il fallait animer toujours un débat après le film. Et pour animer le débat, bah, il fallait pouvoir parler de ce film et le connaître. Donc j'avais la chance, dans cette MJC, il y avait une bibliothèque qui était vraiment hyper bien équipée. Et la bibliothécaire qui s'occupait de cette bibliothèque qui faisait partie de la MJC était une grosse fanat de cinéma. Et la bibliothèque était abonnée depuis des années au cahier du cinéma. Donc je regardais le catalogue, alors je choisissais les films en fonction de mes mémoires de cinéphile. Des films. Je me suis dit, ah ouais, tiens, tel film, ça peut être intéressant, on va leur passer ça. Et du coup, j'en profitais, en doublé, j'allais à la bibliothèque et j'épluchais les vieux cahiers du cinéma pour trouver quelques articles sur le film que je voulais projeter, histoire d'avoir un peu de biscuit, tu vois, pas te retrouver, il y avait quoi? Il y avait 25, 30, 40 personnes qui venaient tous les mardis voir le film, pas se retrouver, gros gens comme devant, après la projection, à animer un débat où t'as rien à dire, quoi. Donc ça, c'était intéressant, parce que c'est en fait cette fameuse animation de ciné-club, ça a été, on va dire, l'occasion de mettre le pied dans la littérature, on va dire, sur le cinéma, tu vois, de passer un peu de l'autre côté du miroir. Bon, déjà, le fait d'être projectionniste, c'était hyper intéressant, parce que c'est pas le tout de s'asseoir dans une salle noire et puis une salle obscure et puis de profiter du film. Là, tu étais vraiment de l'autre côté l'envers du décor, quoi. Et puis le fait de s'intéresser, de lire, de se documenter sur un film pour pouvoir en parler, et ça, c'était hyper intéressant. Je sais que j'ai lu des articles qui étaient formidables. Je sais plus ce que j'avais passé. Qu'est-ce que j'avais passé, on va dire, en séance marquante. Bon, j'avais passé Alien de Ridley Scott. Bon, c'était hyper intéressant. Je me souviens. J'aimerais bien retrouver d'ailleurs l'article qui était paru à l'époque en 79-80 dans les cahiers du cinéma. Il y avait un des journalistes qui avait fait une analyse du film, mais complètement hallucinante. C'était un truc de fou. Qu'est-ce que j'avais passé aussi qui avait bien marché, qui avait plu aux gens? Je me souviens de La planète sauvage de René Laloux, tu sais, ce film d'animation français, avec tout des visuels faits par Roland Topor. Et puis bon, ce film-là, il est extraordinaire. Tu sens du jour, ouais, le cinéma français. Puis ouais, mais en animation, le cinéma français, il y a des grosses pépites, dont le fameux La planète sauvage, qui en plus était un système c'est de l'animation, mais c'est avec des papiers découpés, animés, c'est une animation à l'ancienne, mais bon, le film a un charme fou. Et puis pareil, enfin au niveau du sens, il y a plein de choses dans ce film-là. Mais de toute façon, si tu veux, moi je l'ai récupéré et je pense que si ça t'intéresse qu'on fasse un petit podcast dessus, parce que je trouve que c'est une pépite.
Ah oui, mais avec plaisir, avec plaisir. Ouais, ouais. Avec plaisir. En plus, celui-là, j'ai eu de la chance. Bon, j'espère qu'il n'est pas défectueux. Celui-là, je l'avais récupéré en Blu-ray il y a déjà quelques années. Mais bon, maintenant, les Blu-ray, j'ai une grosse méfiance parce que tous les Blu-ray défectueux, j'ai eu quelques mauvaises surprises. Parce qu'évidemment, après avoir upgradé tout ce que j'avais en VHS, j'ai tout racheté en DVD hein, par la suite. Et après, j'avais commencé à un moment à faire pareil pour le Blu-ray, puis je me suis vite calmé. Et maintenant, par sécurité, je garde toujours quand même même si je prends un truc en Blu-ray, je garde toujours le DVD au cas où. Avec ton expérience de projectionniste et puis d'animateur de ciné-club, voilà, les recherches que tu as dû faire par rapport aux articles liés au cinéma, pour revenir un petit peu au début de notre conversation, voilà, si ça c'est pas de la cinéphilie, je sais pas ce que c'est la cinéphilie, quoi. Hein. Bah, non, mais si tu veux, c'était le problème. Si c'était maintenant animé à ciné-club, c'est pas un souci. Tu vas sur Internet, tu trouves plein d'infos. Mais à l'époque, tu trouvais rien. Enfin, je veux dire, tu trouvais. Et encore, là, c'était une mine parce qu'il y avait je te dis, il y avait tout un stock de vieux cahiers du cinéma qui étaient dans la bibliothèque, tu vois. Donc j'avais une source fiable et donc ça c'était bien parce que du coup j'ai pu m'intéresser et puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser bah, au cinéma autrement qu'en tant que spectateur passif, quoi. Tu vois, tu te dis, mince, ouais, mais c'est vrai, le cinéma, certains films, il y a une réflexion dessus, tu vois, enfin, c'est déjà autre chose, quoi. Hein. Tu t'appréhendes plus les choses pareilles, quoi. Tu te dis, ouais, ah ouais, d'accord, ah ouais, alors un film, ça veut dire des trucs, c'est pas fait n'importe comment. C'était plus à partir de cette année-là, j'étais toujours consommateur de cinéma, mais c'était plus pareil, quoi. Je voyais plus le cinéma pareil. Mais tu sais, quand j'étais gamin, moi, quand je voyais des films, c'était surtout par acteur, en fait. Ouais, on voyait un film de Funès, on voyait un film de Belmondo, un film de Delon. Oui, c'est vrai, aussi beaucoup. Oui, 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 tout à fait. La première fois où il y avait des qualificatifs liés au réalisateur, dans mon histoire à moi, c'était Hitchcock. On voyait un Hitchcock. On voyait pas un film avec tel ou tel acteur, on C'est voyait vrai, un film de c'est vrai, Hitchcock. c'est vrai, c'est vrai. Et donc ça, effectivement, bah, de toute façon, ça c'est un point commun qu'on a aussi, c'est quand on approfondit, quand on grandit un petit peu, effectivement, on aborde les films par le biais des réalisateurs et non plus uniquement par le biais des acteurs. Donc il y a pas une meilleure façon, une façon qui est meilleure qu'une autre hein, d'aborder le cinéma, mais en tout cas par réalisateur, ça permet de comprendre quand même pas mal de choses sur les films. Ah oui, mais complètement. Puis bon, après, il y a un truc, je me dis quand même, bah, finalement, j'ai eu du bol parce que j'ai attaqué en gros, le cinéma, les films. Le cinéma était encore jeune quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma. C'était un vieux monsieur, mais il avait que 75 ans, tu vois. Donc maintenant, tu te dis, le cinéma, il a déjà 125 ans, donc il y a eu plein de choses encore après, tu vois. C'est pour ça que maintenant, je suis étonné par le rapport de beaucoup de jeunes qui finalement, t'as l'impression que le cinéma est né dans les années 80, tu vois. Je sais que c'est assez difficile de vendre au jeune public de plus vieux films où, tu vois, ils ont du mal, quoi, à se rendre compte que bah, le cinéma, chaque décennie a eu des choses très intéressantes au niveau cinématographique, tu vois. Bon, après, je pense qu'il y a voilà, peut-être les tout jeunes, peut-être comme on l'était aussi, ou comme on l'aurait été si on avait eu leur âge maintenant. Hein. Mais ils y viendront, et je pense qu'il y a quand même aussi toute une nouvelle génération de cinéphiles qui, au fur et à mesure, découvrent des choses et s'émerveillent des trésors qu'on peut découvrir. Alors nous, il y a certainement aussi l'aspect nostalgie qui est pas négligeable, mais de la même façon, tu sais, voilà, c'était déjà un jeune vieux monsieur, hein, le cinéma, hein, comme, comme tu dis. Mais par contre, déjà à l'époque, il y a des choses qui nous passaient complètement à côté, parce que quand j'étais gamin, si tu m'avais parlé du cinéma japonais ou du cinéma HK, ça me passait complètement au-dessus, parce que j'avais pas du tout accès à ça, et je ne savais même pas que ça existait. Bah, tu sais, l'ouverture sur le... Oui, enfin, il faut quand même rester bien conscient que le cinéma, ça a longtemps... Enfin, il y a eu une hégémonie d'Hollywood pendant très longtemps. Genre, moi, c'est pareil, hein, tu parles de cinéma H4, de cinéma asiatique. Je commence seulement à m'y mettre depuis pas très longtemps, tu vois. Voilà, je me suis intéressé au cinéma français beaucoup. Je me suis aussi beaucoup intéressé au cinéma italien parce que le cinéma italien, dans les années 60-70, c'était l'âge d'or. Il y a vraiment des films qui sont cultissimes, auxquels on pense plus maintenant, qui sont un peu tombés en désuétude. Je me suis intéressé au cinéma allemand, bien sûr au cinéma américain, un peu au cinéma anglais. Et puis tu t'aperçois que, ah ouais, bah, il y a aussi, en Asie, il y a plein de choses aussi, quoi. Il y a aussi une, bon, c'est pareil, puis bon,
je vais faire l'impasse, mais le cinéma russe, il y a aussi des choses qui sont vraiment pas vilaines du tout, quoi. Oh, un petit Tarkovsky, c'est pas mal, ouais. Ben voilà, par exemple, mais pas que, il n'y a pas que, mais oui, un Tarkovsky, c'est pas largement pas négligeable, mais tu vois, c'est génial, parce que je trouve génial avec le cinéma, bah, c'est comme une bobine, j'aime bien ce côté de bobine, parce qu'en fait, c'est une bobine, c'est comme une pelote de laine, et quand tu commences à dérouler, bah, t'arrêtes plus, parce que tu vas tomber sur une image qui te plaît, puis tu vas te bifurquer sur autre chose, et sur autre chose, et sur tel genre, après tu as des genres que tu vas préférer, tu vois, le polar, c'est super intéressant, et le polar, et le fantastique, et le thriller, et ceci, et cela, les films d'action, mais après, en plus des genres, bah, tu vas avoir ouais, des réalisateurs qui vont t'intéresser, des pays qui vont t'interpeller plus que d'autres aussi. Il y a, tu t'arrêtes pas, quoi. Tu peux fonctionner par acteur, par réalisateur, après par pays, par période, par genre. Enfin, le cinéma, il y a 15 millions de portes d'entrée dans le cinéma, quoi. C'est un truc absolument énorme. Tu peux rentrer dans le cinéma par toutes les portes, par plein de canaux différents. Et qu'en fait, ouais, comme pour tout, quoi. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, quoi. Plus t'en vois, plus t'en sais, plus t'en apprends, et plus tu te dis, mon Dieu, tout ce que j'ai pas encore vu, une vie n'y suffirait pas, quoi. Je pense que tu peux t'enfermer dans un bunker sur une île déserte avec un home cinéma et regarder 5 films par jour, en faisant ça toute sa vie, même en vivant centenaire. À la fin de ton parcours, tu auras seulement commencé à effleurer l'univers du cinéma. C'est ça qui est génial aussi, Mais quoi. c'est ça qui est bien, effectivement. Et puis le parcours, ça inclut le fait qu'il n'est pas fini, en fait. Voilà, même en. Ah mais complètement, parce que là, bon, ça pourrait faire ancien combattant, tu sais, qui disent ah bah c'était mieux avant. Oui, bon, il y avait des choses qui étaient très bien. Enfin, il y a des choses du passé qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut vraiment appréhender et respecter. Mais il y a encore de très très bonnes choses maintenant. C'est clair, c'est clair. Tu fais de très belles découvertes, ou en salle, ou sur conseil, ou des fois tu tombes sur un DVD ou un Blu-ray, tu tentes ta chance et tu fais une rencontre formidable avec un réalisateur, avec des acteurs, avec une histoire, une façon de raconter, une façon de cadrer, de filmer, de monter. Il n'y a pas ça ne s'arrête pas. Bon, après, c'est sûr que en vieillissant, on va dire que le palais devient plus fin, donc il te faut des mets un peu plus légers ou un peu plus puissants en goût que voilà, enfin, je veux dire, les blockbusters, moi, ça m'éclate plus trop, quoi, hein, mais des fois, il y a des petits films, tu fais de belles découvertes. Il faut toujours rester ouvert, je pense, toujours rester ouvert et se dire, bon, je peux encore découvrir des choses bien. Il faut pas avoir peur de sortir un peu des sentiers battus aussi, ou de faire des découvertes, tu vois. Moi, si on m'avait dit il y a 2, 3 ans, ouais, bah, tu vas te mettre au cinéma asiatique, je t'aurais dit, ah non, j'ai pas le temps, j'ai déjà assez avec tous les cinémas qui m'intéressent, plus bah, cette maladie. Parce qu'un film, c'est pas que le voir, c'est beaucoup de films, tu aimes les revoir aussi, hein. On a chacun notre petit panthéon de classiques. Il y a des films que tu vas revoir quasiment une fois l'an, des films que tu sais même plus combien de fois tu les as vus, quoi. Bon, après, il y a des phases aussi, hein. Là, en ce moment, je suis plus dans une phase où je retourne vers les vieux films, voire vers les débuts du cinéma, tu vois. Il y a des choses en ce moment qui m'interpellent. Des gens comme Lang, comme Murnau, comme Wells. Bon, bah ça, c'est des mecs qui m'interpellent complètement. Et je retourne vers ces films-là parce que j'ai envie de les découvrir, de les redécouvrir aussi. Parce que pas forcément découverts dans les meilleures conditions non plus. Et c'est là que tu comprends, tu te dis quand même, il y avait des mecs qui étaient précurseurs, quoi. Quand tu vois l'aurore de Murnau ou quelques films de Wells, tu te dis, waouh, purée, mais les mecs, qu'est-ce qu'ils étaient novateurs, quoi. Ou un mec comme Fritz Lang, on n'en parle pas assez, tout le monde le connaît, mais personne n'en parle, on n'en parle pas trop, ou du moins pas assez. Bah, ça, c'est pareil. Un jour, bon, il y a plein de choses à dire sur Fritz Lang, mais ne serait-ce que sur la modernité d'un film comme M le Maudit, ça mériterait qu'on en parle. Ah oui, 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 non, mais tout à fait. Enfin, ce mec-là, il a quasiment tout inventé, quoi. Rien ne s'est fait, rien ne s'est fait vraiment. Tu sais, on parlait l'autre fois de ce qui était chef-d'œuvre et les œuvres novatrices et tout, mais il y a quelques films comme ça qui sont, ouais, ouais. Enfin, Fritz Lang, c'est hyper novateur, hyper inventif. Il y a plein de choses sur le montage du son dans M le Maudit. C'est incroyable la transition entre les scènes où tu entends déjà le son de la scène suivante. Il y a un travail sur le montage sonore pour l'époque, mais c'est hallucinant, quoi. Quand tu penses que le film a été fait, le cinéma parlait seulement depuis quelques années. Tu vois, le film, le cinéma parlant avait 7 ou 8 ans. Tu te dis, waouh! Et le mec, il avait déjà
avec un médium balbutiant et tout neuf, le mec, il avait déjà inventé le montage sonore, quoi. C'est fou. Ah mais il y a encore plein de choses à découvrir et puis ben de la même façon, bon, on n'en a pas parlé plus que ça, mais bon, on peut l'évoquer vite fait, mais il y a une époque pour nourrir et faire découvrir un peu des choses. Moi je me souviens d'émissions de télé qui me faisaient triper, comme les dossiers de l'écran, où, à mon avis, je pense que c'est quelque chose qui t'a marqué. Ah oui, 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 oui. Ouais, ouais, ouais. Oui, ça, c'était en plus toujours, les dossiers de l'écran, c'était un grand moment de télévision, parce qu'en plus, il passait toujours ouais, des films un peu difficiles ou des films soit polémiques, soit difficiles sur des sujets de société. Alors maintenant, je sais pas si tu te souviens de ce film, il est un peu passé à la trappe maintenant, mais je me souviens dans les grandes soirées des dossiers de l'écran, il y avait le fameux film Le Pullover Rouge. Ça te dit quelque chose? Oui, bien sûr, oui, sur le meurtre, enfin, sur le... Oui, oui, Sur oui, bien sûr, sur l'affaire Ranucci et le dernier guillotiné c'est ça. français. Bon, bah, ce film-là avait fait grand bruit à l'époque, puisque bon, c'était encore l'époque de la peine de mort, hein, puisque l'affaire Ranucci, je crois que c'était 76, 77, hein, l'abolition de la peine de mort, c'était que 81. Bon, je sais bien qu'il y en a certains qui voudraient bien la remettre au goût du jour 40 ans après. Hein, l'histoire et le progrès, c'est un tango, un pas en avant, deux pas en arrière, mais ça, on le sait tous, à force, avec l'âge. Mais bon, bah ça, c'était en plus parce qu'il n'y avait pas seulement le passage du film, et le film était marquant, si tu veux. Mais et le film t'interpellait, mais après il y avait tout le débat sur le film qui durait 1 heure, 2 heures, des fois plus, quoi. Et puis c'était toujours sur des sujets un peu clivants de société. Puis bon, il faut se remettre dans le contexte. La France des années 70, c'était une France très conservatrice, voilà, hein, qui sortait. Qui commençait seulement un peu à s'émanciper suite aux 60s, mais c'était encore, les choses étaient encore très figées, très rigides. C'était pas le délire des années 80 où ça a été l'explosion de tout, la liberté complète, les radios libres, j'en passe et des meilleurs, le 1% de la culture Ah mais c'est ça qui était et intéressant, puis compagnie, c'était le quoi. rapport au cinéma, c'est-à-dire que je me disais, voilà, je me souviens des dossiers de l'écran sur la planète des singes, donc il y avait tout un débat avec des anthropologues, des... C'est ça, c'est ça. Donc on rebondissait, et quand j'étais gamin, je me disais, mais c'est super, à partir d'un film, on peut poser plein de questions. Je me souviens d'un film, bon, je ne le prononce jamais bien, mais le film avec Kirk Douglas, avec le porte-avions qui est transporté pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, le Nimitz, c'est pas ça? Nimitz, retour vers Voilà. l'enfer. Et Ouais. ben, je me souviens dans les dossiers de l'écran, le débat d'après, c'était voilà, est-ce que les boucles temporelles, est-ce que le voyage dans le temps est possible et tout. C'était des trucs assez hallucinants. Donc, quand tu cumules des émissions, des perles, comme le cinéma de minuit, les dossiers de l'écran, pour le western, notre ami Eddie Mitchell, dont on parle pas assez, parce qu'il a énormément compté, en tout cas moi, dans ma cinéphilie, ce qui m'a fait découvrir des films des westerns, et puis sa façon de parler du cinéma. Il y avait Monsieur Cinéma, il y avait Histoire sans parole. Je sais pas si tu te souviens de ça aussi. Ouais, Histoire sans parole ouais, qui passait tous les dimanches et qui faisait un peu la promo des films qui allaient sortir. Ouais, tout à fait. Bah, t'avais ça, encore que non, ça c'était peut-être la séquence du spectateur, mais après, Histoire sans Ah parole, non, la c'était séquence du spectateur. Oh là là. Orage au désespoir. Aux vieillesse ennemie. c'était sur les films d'Harold Lloyd, pour les Chaplin. Ouais, ouais, mais c'est pareil, tu vois. Bon, bah, enfin, maintenant, oui, enfin, Chaplin, c'est le génie incontesté, machin, mais finalement, on avait encore accès à envoyer ces films-là. Ça passait à la télévision. Les films de Chaplin, on les voyait. Il y avait des cycles Chaplin, et finalement, tu voyais tous ces films-là, et tu prenais des grosses claques. Moi, j'avoue que ouais, ouais, tous ces vieux films en noir et blanc, même les films de l'époque du muet, quoi. Il y avait une force dans l'expression, dans l'image, le côté un peu surjeu des acteurs, tu sais, enfin, c'était assez, ces expressions exagérées, c'était un mélange et de théâtre et de cinéma, mais c'était extraordinaire, Bah, quoi. pour l'époque, voilà, les passeurs de passion qu'on avait, c'était ça, c'était ces émissions-là. Bon, ça existe encore maintenant, parce que voilà, entre deux, on a inventé un truc qui est assez incroyable, qui est Internet. Bon, une autre chose qui peut être merveilleuse, mais qui est parfois un petit peu, là, un petit peu moins, c'est le YouTube Ciné Game aussi. Mais voilà, non, il y a quand même des chaînes aussi de passionnés bah, qu'on suit évidemment, et qui nous font découvrir des choses. Disons que maintenant, voilà, les jeunes ont vraiment moyen d'avoir accès à tout, quoi. Maintenant, ils ont un buffet à volonté qui est colossal, tu vois. Franchement, enfin,
Ils se rendent pas compte, j'ai toujours à mon fils, tu te rends pas compte de la chance que t'as, quoi. T'es dans un resto immense, avec buffet à volonté, vous pouvez manger tout, goûter toutes les cuisines, autant que vous voulez. Et malheureusement, souvent, ils retournent vers les mêmes plats, tu vois. Ils ont tous les plats à disposition, mais ils vont retourner vers le hamburger ou vers la pizza, quoi. Alors qu'il y a plein de choses, peut-être trop de choses aussi, hein. Après, il y a surtout plein de gens super aussi qui nous ouvrent à des choses. Bon, moi, je vais reciter comme à chaque fois, vite fait. Petit quart Ah d'heure bah pub. oui, non mais le beau parleur du cinéma, le voyageur, pour ce qui est spécifique au cinéma asiatique, Jonathan Asia, j'aime beaucoup Intercut aussi. Historiquement, il y avait le Fossoyeur de films, enfin il y a, voilà, je sais pas toi dans ton parcours maintenant si c'est des choses aussi qui t'ont... Oui, oui, bah dans la première génération bah de youtubeurs ciné, ouais, des gens comme le Fossoyeur, c'est des gens qui ont été marquants. Pareil au niveau de l'analyse et tout ça. Après, au niveau des conseils, bon bah voilà, je te rejoins sur les youtubeurs que tu as cités. C'est des gens qui partagent leur passion et qui t'amènent l'ouverture à autre chose. Moi, je dis toujours, quand je regarde une capsule YouTube, enfin d'un youtubeur, en général, je sais que c'est bon quand à la fin du visionnage, j'ai qu'une envie, c'est d'aller commander un film, tu vois. Ah mais c'est clair. Et puis bon, Mais souvent, c'est le cas, tu vois, quand je regarde une vidéo, après, je me précipite et hop, j'essaie de trouver tel film qui a été évoqué en version DVD ou alors tel film que j'ai pas revu depuis longtemps. Je me dis, wow, qu'est-ce que je le reverrai bien. Et puis bon, bah, comme un idiot, tu sais, au lieu d'aller me servir sur Internet comme tout le monde fait, moi, en grand malade du support physique, allez, j'essaie de trouver une petite édition en DVD d'occasion, pas cher, et je me fais plaisir en revoyant le film. Donc à chaque fois, c'est bah, tous ces gars-là, je leur dis merci, parce que bah, pas merci de me faire dépenser des sous dans le support physique, mais merci de ranimer la flamme et il y a rien de mieux que de donner l'envie à quelqu'un de revoir ou de voir un film ou de découvrir un genre ou une contrée cinématographique. Ça, c'est génial, c'est oui, puis il y a absolument plein de génial. moyens aussi de découvrir. Bon, j'ai cité les vidéastes, mais il y a des gens qui font des podcasts formidables aussi. Tu prends Chute, ça va commencer, sa façon d'aborder les films, et en plus, ils parlent de films qui sont très très bons, mais très très peu aussi mis en avant, quoi. Comme le premier Michael Mann, ou quand ils parlent de l'année du dragon, des choses comme ça, c'est très très bon. Non, non, il y Ouais, a Chimino, tout ça, ouais, Chimino, c'est c'est des... une grosse Mais richesse. il y a plein de réalisateurs qu'il faut ressortir du placard ou auxquels il faut rendre hommage. Ça, on y travaillera aussi, hein, parce on a un petit projet sous le coude, on Ah va s'en ben occuper oui, je aussi. pense que oui, un petit podcast à venir sur un réalisateur pas trop connu, dont on taira le nom pour l'instant, quoi. Voilà, c'est ça. Pas trop connu, mais qu'on a tendance un peu à oublier, mais c'est pas Oh, grave, on lui rendra hommage. Mais non, non, mais c'est bien. Enfin, après, toujours pareil, hein, je vais citer la citation bien connue, hein, rien de grand dans ce monde ne se fait sans passion. Et c'est bien quand tu tombes sur des gens passionnés, c'est génial, quoi. Ça entretient le feu et transmettre le feu, c'est complètement fabuleux. Et puis surtout, toujours, moi, ce que j'aime dans toute cette communauté, hein, qu'on connaît et qu'on fréquente un peu en off, du coup, via les plateformes, via Discord et tout ça, qui est génial, qui permet d'échanger en off avec ces gens-là, c'est toujours dans la bienveillance et dans le respect, quoi. Il n'y a pas de mépris, pas de chacun est accepté avec ses goûts, qu'ils soient bons ou parfois un peu mauvais, hein. Tout le monde, nul n'est à l'abri du mauvais ah, goût. chacun ses mauvais goûts parfois. Écoute, Voilà, chacun ses mauvais goûts tant qu'ils sont assumés. Mais c'est très très bien parce que tu peux, ouais, il y a toujours cette bienveillance, ce respect de l'autre, l'écoute et l'enrichissement, tu vois, ou parfois bah, avoir des idées peut-être un peu arrêtées sur un réal ou sur un cinéaste et finalement en discutant avec les autres, tu finis par changer un peu ton point de vue ou tu révises ton jugement. Et je trouve ça intéressant parce que ça t'évite de finalement de te figer dans tes avis et puis de devenir un vieux con intolérant, quoi. Donc voilà, c'est finalement le cinéma, c'est peut-être la fontaine de jouvence, hein, l'éternelle jeunesse sans arrêt retrouvée. C'est comme on rembobine, on remet la bobine au départ, on regarde le film et on refait les choses et c'est ça qui est bien. c'est un domaine hyper riche, et puis on a tous les moyens pour continuer à l'approfondir et puis le partager avec des gens qui sont, comme tu dis, bienveillants, et puis une communauté. Là, on est en train de se constituer tous là, un petit groupe de gens vraiment qui sont bienveillants, qui se tiennent loin aussi des petites querelles de chapelle, ou alors des dramas qu'on peut voir, parce que ça, pour le coup, les dramas, je les aime, mais au cinéma.
et quand ils sont bien filmés. C'est ça. Quand ils sont bien filmés et bien mis en scène, c'est intéressant. Mais bon, quand c'est des machines à buzz, ça devient vite fatigant, quoi. Les jugements à l'emporte-pièce, les condamnations, il y a un côté un peu tribunal que je trouve moins Ah, fatigant, tu mais vois. c'est l'époque aussi qui veut ça. Quelque chose doit être qualifié. Tout à fait, Faut tout à fait, de... tout à fait, puisque tout doit être mis dans des petites cases, rangé, étiqueté, et surtout ne pas en bouger, quoi. Alors que bon, ça me fait toujours rire, quoi, parce que Ah, puis ça suppose que l'avis est figé, mais le problème, c'est que les gens qui ont des avis figés sur les choses, c'est pas vraiment dans une démarche de progresser, quoi. Bon, après, non, objectivement, il y a des choses qui sont mauvaises et qui l'étaient et qui le resteront, hein, dans le cinéma. Je veux dire, Max Pécasse, on aura beau me dire que non, faut pas que oui, je le prenne comme oui, ci, comme ça. Bon, je sais pas non plus, voilà, hein. non, 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 mais oui, oui, il y a des choses qui restent mauvaises, mais après, bon, il faut toujours relativiser. La réception d'un film, elle est particulière. Combien de films ont été considérés comme des navets ou alors ont été des gros échecs commerciaux à leur époque, et maintenant ils sont considérés comme des chefs-d'œuvre incontournables enfin, on n'oserait plus les remettre en cause, mais il y en a foison, quoi. Il y en a Bon, puis foison. il faut pas avoir la mémoire trop courte parce que, notamment pour tout ce qui est actionneur des années 80, faut pas oublier qu'à une époque, c'était caca, hein, ces films-là. Maintenant, c'est très coté, mais maintenant, à l'époque, c'était caca. Ah, mais je te dis, bah, je te le dis, hein, quand j'allais voir les actionnaires des années 80 au cinéma, quand ça m'arrivait, parce que je n'y allais pas systématiquement, ça me faisait l'effet à l'époque de maintenant quand je vais voir un Marvel, hein. Donc ça me fait rire quand j'entends certains films, certains actionnaires qui sont considérés comme cultes. À l'époque, c'était une souffrance à popcorn, hein. Bah, après, pour moi, c'était pas forcément caca, hein. C'était même pas caca. C'était, disons, que voilà, c'était considéré comme tel. Mais de la même façon qu'à une époque bien plus ancienne, le western spaghetti, c'était ringard pour certaines Complètement. personnes à une Puis bah, de époque. toute façon, le western est aussi complètement tombé en désuétude fin des années 70, début des années 80. Bon, après, tu as eu quelques fulgurances dans les années 90 en essayant de ressusciter le genre, mais bon, ben voilà, il y a des genres qui sont passés de mode, hein. Après, c'est pareil, le péplum a eu son heure de gloire, il est tombé en désuétude. Il y a plein de genres comme ça. Bon, après, c'est cyclique aussi, hein. Ça reviendra peut-être. Bon, je dis pas qu'on va reproduire du western à gogo, mais c'est pas impossible qu'il y ait un revival du western, hein. Après, voilà, on va pas continuer à bouffer des films de mecs en collant pendant encore 20 ans, j'espère, et le genre finira par tomber en désuétude, et puis renaîtra par la suite. Mais bon, c'est Après, vrai que... des films avec des mecs en collant, il y a eu des bons, hein, notamment premier Superman, et d'autres aussi, hein, de notre ami Richard Donner. Oui, oui, mais ça, c'était un peu Mais c'était l'ancêtre du des beau films de collant, ça, c'était du super-héros. collant, voilà. C'était du pur Ah, c'est lycra. clair. Et puis, il y avait du slip quand même au-dessus, hein, C'est ça. Ouais, bah, le genre a beaucoup évolué, mais comme tous les genres, hein, les films, ouais. un genre, il finit toujours par s'essouffler quand tout a été dit, quoi, hein. Au bout d'un moment, quand on tombe dans presque l'auto-parodie, c'est que le genre n'a plus rien à dire, et il s'essouffle et on passe à autre chose. Même dans tout ça, des fois, il reste des petites perles. Et il reste plein de choses. De toute façon, dans tous les domaines, on n'est pas sectaire, on a encore plein de choses à découvrir. Ben, c'est bien parce que le cinéma, c'est comme dans les aquariums, ça finit par se décanter, puis à la fin, il te reste le meilleur qui surnage, quoi. Ah bah voilà, c'est ça. Voilà, il y a le meilleur qui sort. Mais malgré tout, il y a quand même, c'est dommage, mais bon, bah, ça c'est le boulot de podcasteur qui t'attend aussi, c'est de redéterrer un peu certains films qui malheureusement ont sombré entre deux eaux et qui mériteraient de revoir un peu la lumière, ou certains réalisateurs. C'est vrai que des fois, tu te dis, ça, il y a les obsessions qui tournent un petit peu en boucle et d'autres choses dont on ne parle jamais, mais ils sont vraiment de qualité. Alors après, voilà, on n'est pas sur des créneaux commerciaux où on va faire beaucoup de vues, beaucoup d'écoutes, mais le principal, c'est de se faire plaisir, de découvrir. Tu peux semer une poignée de graines, même s'il n'y en a qu'une qui pousse, et tardivement, c'est pas grave, la mission est Ben oui, réussie. d'ailleurs, parce qu'effectivement, maintenant que tu fais l'analogie avec les graines, je pense que pour certains, on est plus chez le Monsantos là Ouais, que chez Monsanto. Ouais. Monsanto, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut semer généreusement. Et puis même s'il y a qu'une graine qui germe et qui pousse, si tu arrives à redonner l'envie
à quelqu'un de voir un film qu'il connaît pas ou de découvrir un réalisateur qu'il connaît Et pas, la puis mission c'est elle est partagé, réussie. quoi. J'ai envie que des gens me fassent découvrir des choses que je connais pas et qui Aussi, bougent mais mes bien lignes, quoi. sûr, il n'y a pas d'âge Oh non. il n'y a pas d'âge pour la découverte. Tu vois, on parlait tout à l'heure cinéma asiatique. Bon ben écoute, moi j'ai découvert cette année sur les conseils du voyageur du cinéma que je salue au passage, qui m'a incité à voir les Infernal Affairs 1 et 2. Et purée, mais je me suis pris une grosse claque, quoi. Mais vraiment, je me suis pris une grosse claque. Je suis à deux doigts de monter un fan club français de Eric Tsang, quoi. Ah, mais Tellement enfin, ce film, je me suis dit, waouh, mais comment j'ai pu passer à côté de ça, comment j'ai pu passer à côté de cette pépite pendant autant d'années. c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'à chaque fois, voilà, on se reprend des claques, on voit des pistes qu'on n'avait pas explorées, et puis bah, C'est ça, grâce à des gens comme c'est ça ça. qui font un gros boulot pour nous aussi. Qui te déblaye le terrain, qui t'ouvre une voie dans une jungle dans laquelle tu n'osais pas t'aventurer, et qui te font découvrir des super temples à la Indiana Jones, secrets et cachés. Et tu te prends une grosse claque en Ouais, découvrant bah tout voilà, ça, quoi. c'est la quête du cinéma, c'est de trouver The Lost City of Z. The Lost City of Z, ouais. La cité de Salomon, comme dans Congo. Ce vieux film que j'ai redécouvert il y a pas très longtemps, qui s'était fait étrier à l'époque et qui finalement était un petit actionneur des années 90 qui était pas trop mal avec Tim Curry. Mais bon, celui-là, ce film-là, je crois que tout le monde l'a oublié. Mais bon, c'est pas grave, à part quelques-uns. Ok, bon bah en tout cas voilà, je crois qu'on a déjà déblayé un petit peu tout au moins Ouais, on a fait un petit tour d'horizon et je me dis, ouais, il y a plein de trucs dont je voulais parler et dont j'ai pas parlé, mais c'est pas grave, on en reparlera à d'autres occasions ou dans un podcast à propos d'un autre sujet. Les anecdotes se recasent tout le temps. Voilà. On arrive toujours à recaser une anecdote ou deux, mais ouais, enfin c'est tellement vaste le sujet. Ah, puis c'est pas fini, puis voilà, comme tu dis, il y a des choses qui nous reviennent après, mais de toute façon, quand on en aura fait, bon là, il y en a d'autres à venir aussi, là, des parcours, mais on se refera un Ouais, ça podcast peut. parcours croisé, Ouais, ouais. où on reparlera un peu tous de ce qu'on a pensé des uns des autres, du parcours, ce qui nous interpelle, ce qui nous fait rebondir, et justement, on pourra ajouter des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Bon, ben écoute, en tout cas, je te remercie, Toff, pour l'invitation. Bah, merci à toi, On a eu du mal au niveau technique, mais bon, c'était un vrai plaisir et finalement, c'est passé, je pense, très très vite, beaucoup plus vite que je ne pensais. et puis bah, un grand merci à toi, et puis bah, à bientôt pour là, Pour la vraiment, suite. voilà. C'est moi qui te remercie, Toff. Allez, à très bientôt. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.